Voici ce qu'il reste de Sheikh Radwan. Et c'était autrefois un quartier florissant de ville de Gaza, rempli d'appartements et de familles. Les maisons sont à peine reconnaissables après avoir été bombardées sans relâche par les missiles et les obus israéliens. La famille Abu Da'al vient de rentrer à Gaza et a trouvé sa maison détruite. Il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a pas d'abri. Ils avaient promis de nous apporter des tentes, mais ils ne l'ont pas fait. Ils avaient promis de nous apporter beaucoup de choses et nous n'avons rien eu. Alors où allons-nous aller? 2 des fils d'Hamdi ont été tués par les bombes israéliennes. Il creuse maintenant avec ses mains dans les décombres, essayant de récupérer ses affaires. Tout le monde veut trouver un abri. Je me suis réfugié dans ma maison. C'est mieux que de rester assis dans des endroits où je ne peux pas vivre. La fille d'Hamdi, Yuska, trouve ses livres et ses jouets dans les décombres. Ce qui me manque le plus dans ma maison, c'est ma chambre et mes jouets, mes affaires et mon lit. La famille tente de transformer ce site de bombardement en abri. Des souvenirs et des souvenirs y sont également enterrés. Chaque recoin de la maison me manque. Tout, mon lit, mes enfants. J'ai perdu 2 garçons. J'ai hâte de sortir la couverture de mon fils, parce qu'elle a encore son odeur pour se souvenir de lui. Les Nations Unies affirment qu'il y a des dizaines de millions de tonnes de gravats à Gaza. Une grande partie est contaminée par des munitions non explosées et de l'amiante. Police et sous les décombres gisent également des milliers de corps non récupérés. Et car l'hiver arrive apportant pluie et froid, transformant la poussière en boue. Ces familles passeront probablement leur temps dans les ruines. Début septembre, et puis la neige. Explication de texte, c'est carré. Avant c'était Biden, c'est pareil. Et Netanyahou, hein, je veux dire. Oui, l'Europe, l'Italie, peu importe. Le génocide continue, c'est compliqué parce que de nouveau on est retombé dans une sorte de léthargie médiatique. On n'en parle plus, c'est le blackout et pourtant ça continue. Donc ce matin c'est encore important d'être là. Comme à notre habitude, d'abord un petit mot de Youssef, notre vice-président. Et puis ensuite, je vous lirai un petit texte pour introduire la minute de silence. Ça nous semble important, ce temps de recueillement. Et puis ensuite, chacun pourra prendre la parole. Le 10 octobre dernier, un cessez-le-feu a été signé entre Israël et le Hamas sous l'égide des Nations des États-Unis. Il permettait en gros la libération des prisonniers israéliens contre la libération d'un certain nombre de prisonniers palestiniens, l'entrée de l'aide alimentaire et médicale à Gaza en quantité suffisante, le retrait progressif de l'armée israélienne et le démarrage de la reconstruction de Gaza. Qu'en est-il réellement après plus d'1 mois? Même si Israël a récupéré tous les prisonniers en vie et presque toutes les dépouilles, son armée continue à occuper 60% de la bande de Gaza, mène quotidiennement ce qu'elle appelle des opérations de sécurisation, commet des assassinats prétendument ciblés, détruit des bâtiments, assassine des innocents
effectue des incursions au-delà de la zone de retrait et multiplie tirs et bombardements. La stratégie israélienne reste la même, trouver le moindre prétexte pour reprendre les tueries contre les Palestiniens. Contrairement à ses engagements, Israël interdit toujours l'accès de la bande de Gaza aux journalistes. Il prépare des visites strictement encadrées, uniquement dans la zone qu'il occupe, destinées à tenter de se dédouaner des crimes commis depuis plus de 2 ans. Israël utilise les difficultés de retrouver les dépouilles des Israéliens sous les décombres pour violer le cessez-le-feu, alors que personne ne semble se préoccuper de plus de 10 000 dépouilles de Palestiniens sous les gravats depuis 2 ans pour certains d'entre eux. Depuis ce soi-disant cessez-le-feu, plus de 260 Palestiniens ont été tués et plus de 600 blessés. Malgré les appels des ONG et de l'ONU, l'aide humanitaire vitale n'entre toujours pas ou trop peu à Gaza. Quant au retrait total de l'armée israélienne ou la reconstruction de Gaza, on n'en parle plus. Derrière les déclarations sur la paix et la nécessité pour les Palestiniens de reconstruire leur avenir, une fois débarrassés du Hamas, se cachent à peine des ambitions coloniales et d'exploitation économique en accord avec Israël et certains États arabes. Il s'agit d'une parfaite entente sur le dos des Palestiniens entre les adeptes du projet colonial et les requins de la finance comme Tony Blair et Jared Kushner. Dans ce contexte, nous n'avons aucune illusion à propos de ce cessez-le-feu. Notre mobilisation unitaire reste indispensable. C'est pourquoi nous appelons à rejoindre la grande manifestation nationale à Paris le 29 novembre. Cette mobilisation unitaire regroupe plus de 70 organisations. Ce sera l'occasion de montrer collectivement notre détermination à soutenir le peuple palestinien et à mettre terme au génocide en cours. Vive la lutte du peuple palestinien, vive la Palestine libre. Merci. Juste pour réfléchir, d'une personne qui s'appelle Mohamed Youssef. Il a intitulé son texte « La paix à fragmentation ». Israël a annoncé la fin de la guerre. Les bombes, elles, n'ont reçu aucune convocation. Entre Gaza, le Liban et la Syrie, la paix s'exprime désormais en explosions mesurées. Un cessez-le-feu à cadence régulière. Il paraît qu'Israël a arrêté la guerre, on l'a lu dans les journaux. Les bombes, elles, n'étaient pas au courant. Elles continuent de tomber, par inertie administrative sans doute. C'est une guerre nouvelle, plus douce, plus polie. Une guerre en costume-cravate, déclarée finie par communiqué officiel, mais qui persiste par réflexe, comme ces ventilateurs qui tournent encore après qu'on les ait éteints. On dit que Gaza vit désormais en paix. La paix qui a un goût de poussière et de chlore. Elle s'étend à perte de vue comme un grand chantier de civilisation. Il ne reste plus grand-chose à détruire, donc tout va mieux. L'absence de mur est un signe d'ouverture. L'absence d'eau, un signe de sobriété. Les diplomates, eux, applaudissent. La situation s'améliore. C'est vrai. On ne compte plus les morts, on les additionne maintenant. Plus de 200 Palestiniens ont été tués depuis la fin de la guerre, plus de 500 blessés. Mais paraît-il, c'est le prix à payer pour la stabilité. La paix a ses statistiques, comme la guerre a ses mensonges. Israël, dit-on, a transformé sa stratégie. On ne bombarde plus, à présent on sélectionne. On vise avec soin, presque avec tendresse.
chaque frappe est une lettre d'amour adressée à la sécurité. Parfois, malheureusement, l'amour se trompe d'adresse. Les Palestiniens, eux, ingrats, refusent de coopérer. Ils ne veulent pas partir. On les déplace, ils reviennent. On détruit leurs maisons, ils s'assoient sur les ruines. On coupe l'électricité, ils allument les bougies. Il y a dans cette obstination quelque chose d'archaïque, d'incompréhensible pour notre modernité. L'Occident, lui, pendant ce temps, médite. Il rédige des communiqués, où la douleur devient une donnée, la mort un indicateur, et le désespoir une variable d'ajustement. La situation humanitaire est préoccupante, répète-t-il avec gravité, s'il vous plaît, de celui qui ne compte pas bouger d'un pouce. En vérité, tout le monde est d'accord. La guerre devait cesser pour mieux continuer. Israël tire. Le monde, lui, détourne le regard, et le silence sert le cessez-le-feu. Dans cette nouvelle ère, la paix n'est plus l'absence de guerre, mais sa version premium, plus propre, plus narrative, plus exportable. Les bombes sont désormais intelligentes, les morts sont collatéraux, et les vivants sont priés de témoigner de leur gratitude. Le philosophe pourrait dire que la guerre, chez Israël, a atteint sa perfection métaphysique. Elle ne se contente plus de détruire le monde, elle le justifie. Alors oui, la guerre est finie. Les corps sont calmes, les décombres immobiles. Les consciences, elles, sont tranquilles. Il ne reste qu'un léger détail à régler. Trouver la différence entre la paix et son cadavre. En hommage aux plus de 68 000 victimes palestiniennes et palestiniens, dont les vies sont pulvérisées encore aujourd'hui, je vous propose d'observer une minute de silence. Il y a eu une magnifique initiative, des milliers de mots pour Gaza. Vous pouvez regarder sur le net et surtout rechercher les écrivains, les écrivaines, les journalistes qui sont cités dans ce programme. Ce que j'ai fait de mon côté, ce sont des Palestiniens et des Palestiniennes, des journalistes, écrivains, écrivaines qui écrivent à Gaza et sur Gaza. Je vais juste vous lire un tout petit poème, lire déjà une citation d'un autre poète qui dit qu'il souhaiterait ne pas écrire de pouvoir écrire des textes dits non politiques, mais comme il dit, pour écrire sur le chant des oiseaux, il faut déjà que le bombardier se taise. Le texte que je vous lis, c'est un texte d'Enjouda. Que signifie être poète en temps de guerre? C'est demander pardon et encore pardon aux arbres brûlés, aux oiseaux sans nid, aux maisons broyées, aux longues entailles au flanc des rues, aux enfants blafards, avant et après la mort, aux traits de chaque mère affligée ou tuée. Que signifie être en sécurité en temps de guerre? C'est avoir honte de son sourire, de son corps bien au chaud, de ses vêtements propres, de ses longs moments d'ennui, de ses bâillements, de sa tasse de café, de ses proches encore vivants, et d'être rassasié, d'avoir de l'eau courante, de l'eau propre, de pouvoir prendre un bain, du hasard qui veut que l'on soit encore en vie. Ah, Dieu, je ne veux pas être une poétesse en temps de guerre. Nous sommes heureux que les otages israéliens et palestiniens aient été libérés, mais nous devons préciser quelques points. Il est absurde que les Israéliens soient qualifiés d'otages et les Palestiniens de prisonniers. C'est de la propagande. C'est la même chose des êtres humains privés de leur liberté des deux côtés. Les otages israéliens libérés semblent bien nourris, souvent sans un seul kilo en moins, visiblement bien traités compte tenu des circonstances. En revanche, les prisonniers palestiniens semblent tout droit sortis d'un camp de la mort, émaciés, marqués, vieillis par des années de maltraitance. Et personne n'en parle. On lit partout, le Hamas a tué les femmes, seuls les hommes ont été libérés. C'est un mensonge, tout simplement un mensonge malveillant.
les femmes encore en vie avaient déjà été libérées lors d'accords d'échange précédents. Il s'agit de promouvoir un discours haineux contre les Palestiniens. Tout le monde parle de quelques otages israéliens, mais personne ne mentionne les dizaines de milliers d'otages palestiniens détenus par Israël. Beaucoup d'entre eux sont des enfants emprisonnés, sans inculpation, sans procès. Et personne ne parle des dizaines de milliers de civils tués dans le génocide israélien. Alors que le cessez-le-feu est célébré, des colons israéliens radicaux continuent de voler des terres en Cisjordanie. Ils violent quotidiennement le droit international et personne ne semble s'en soucier. Des politiciens du monde entier se rangent sans vergogne du côté d'Israël, offrant un soutien aveugle, tout en refusant de mentionner les crimes commis à Gaza, l'apartheid en cours en Cisjordanie ou l'agression sans fin envers les pays voisins. Les mêmes gouvernements et médias qui prétendent défendre les droits humains, le droit international et le plus jamais ça, sont désormais complices. Ils financent, arment et excusent un régime d'apartheid en temps réel. Lorsque des vies palestiniennes sont déshumanisées, anéanties et réduites en poussière par les bombardements, toutes ces valeurs disparaissent subitement. Nous ne participerons pas à cette propagande. Nous ne blanchirons pas les crimes d'Israël. Le mouvement de solidarité avec la Palestine est une composante essentielle du mouvement contre la guerre, plus large, qui s'oppose au réarmement effréné de l'Europe. L'argent gaspillé pour accroître les profits des entreprises d'armement pour les gouvernements bellicistes est indispensable pour les salaires, les hôpitaux, les écoles et pour sortir les travailleurs de la pauvreté. Même l'école publique est sacrifiée au profit de l'armée et devient maintenant la plus grande antenne de recrutement de l'armée. En Gironde, par exemple, un partenariat est prévu entre l'éducation nationale et la marine nationale pour promouvoir l'armée dans 2 classes élémentaires. Pour toutes ces raisons, nous disons, partout en Europe, partout dans le monde, descendons dans la rue le 29 novembre contre toutes les guerres. Pour un seul État en Palestine, libre, laïque et indépendant, avec toutes ses composantes. Plus que jamais, Free Palestine, stop au génocide, droit au retour pour les Palestiniens. Palestine vivra, Palestine vaincra. La signature par Israël et le Hamas de la première phase du plan de paix de Trump a ouvert la voie à un cessez-le-feu. La France insoumise s'est associée à la joie, à l'espérance, dont les témoignages, les scènes de nièces de nombreux Gazaouis, voyant ainsi peut-être la fin du génocide et le retour de nombreux prisonniers. La prudence et la vigilance restent toutefois de mise. L'accord de cessez-le-feu a été rompu déjà à multiples reprises par l'armée génocidaire, entraînant toujours plus de victimes civiles. Dans cette situation humanitaire calamiteuse, une aide humanitaire massive doit être distribuée urgemment sous l'égide de l'ONU et du CICR. La formation de l'État palestinien souverain n'est toujours pas d'actualité. Il ne le respecte des droits de Palestiniens, ni a priori de paix, de justice durable. Comme l'affirme le maintien en détention de Marwan Bourgati, aucun calendrier de retraite de l'armée israélienne est prévu à Gaza. La Cisjordanie et Jérusalem-Est, où la colonisation israélienne continue, n'a de cesse de s'accélérer ces dernières années, sont ignorées. Le respect du cessez-le-feu est essentiel pour permettre la réduction des violences, la protection des civils et la fin du génocide. Il est crucial que toutes les parties impliquées respectent leurs engagements afin de favoriser un environnement propice à la paix et à la sécurité pour tous. La France et l'Union européenne ont été marginalisées au Proche-Orient. Il ne tient qu'à elles de contribuer au maintien du cessez-le-feu et à la mise en œuvre d'un véritable plan de paix, en exerçant toutes les pressions par une suspension des accords de coopération avec l'Israël, le gel des envois d'armes. Une paix juste
et durable doit reposer sur le respect des droits internationaux. Il faut reconnaître les Palestiniens, mais tout reste à faire. Le droit à la vie pour les Palestiniens doit être indéfectible. Je vous donne donc rendez-vous le 29 pour un rassemblement pour continuer à défendre Gaza. Aujourd'hui, il y en a une autre, celle-ci à Tulkarem. Hier, fusillade sur des civils dont on a bouclé les maisons et on les a, on va dire, scellés. Ils soudent les portes. Les Israéliens soudent les portes des maisons en Cisjordanie. Et les gens sont dehors. Et on tue après impunément. Bon, bref. Là, c'est la semaine dernière, voilà, le blocus de Gaza. Parce que qu'on parle de fin de la guerre, c'est vraiment une hypocrisie totale. Il n'y a pas de fin de guerre, il y a un siège militaire. Et, conséquence directe, 16 000 patients malades blessés sont menacés de mort par manque de soins. Le directeur de l'OMS, je passe sur son nom, je n'arrive pas à le prononcer, alarme. Ils ont besoin urgent de soins, mais la pénurie l'empêche. Après 2 ans de massacres, de bombardements, de destruction apocalyptique, avec la famine grandissante, les souffrances quotidiennes, ce sont les décès par absence de soins médicaux qui alourdissent encore le bilan macabre du génocide. Les 5 critères de génocide sont bien sûr atteints. Un seul suffirait pour caractériser le génocide, mais il y en a 5 et Israël a réussi à les remplir, ces 5 critères. Je passe sur les critères. Pour nous qui assistons impuissants à ces crimes contre l'humanité répétés, c'est notre conscience, nos valeurs humanistes, notre raison qui sont mises à rude épreuve. La plus immense des épreuves, malgré tout, c'est le peuple palestinien qui l'endure, car l'abandon de populations affaiblies, malades, vulnérables à un sort qui découle autant de l'indifférence, de l'incurie, que de la faillite morale et de la barbarie, c'est de la responsabilité de la communauté internationale dont nous faisions partie. Je sors d'un procès en appel, ça fait 2 ans que je me bagarre. Cette fois-ci, 2 avocats m'ont aidé brillamment en cour d'appel à Paris pour avoir écrit Israël assassin avec les 2 S. Vous connaissez l'histoire. J'ai été, on va dire, acquitté sur ce chef d'accusation qui consiste à dire vous faites référence, merci, vous faites référence à la dernière guerre, donc vous êtes antisémite. Ça, c'est un raccourci que malheureusement en France tout le monde connaît ou bien relaye. Et ça, c'est intolérable. Le jugement du tribunal, du tribunal de la Cour d'appel de Paris qui m'a auditionné le 25 septembre puis le 30 octobre pour le délibéré, donc prononce mon acquittement pour ce chef d'accusation. J'ai donc gagné cette bataille morale et les accusations, les réquisitoires de la première instance à Sens, relayées par monsieur le maire de Sens qui m'accusait d'antisémite, sont invalidées. Ça veut dire que pendant 2 ans, la procureure de la République de Sens a dit n'importe quoi. La police judiciaire de Sens, dont il y a des représentants ici, a dit n'importe quoi, m'a accusé de n'importe quoi, m'a traîné dans la boue. J'ai perdu mon travail ici à Sens à cause de ça. Voilà. Par contre, cette intention de conjurer ce mal absolu, plus jamais ça. Je l'ai répété devant le tribunal de la Cour d'appel. J'ai dit voilà, si j'invoque les SS, c'est parce que l'État israélien aujourd'hui se comporte comme des nazis. Et je le redis. Et d'ailleurs, leur déclaration pro-nazi se bouscule. Hein, c'est à qui sera le plus nazi dans l'esprit parmi les Israéliens. Donc ça, c'est une victoire contre la criminalisation du militantisme pour la cause palestinienne. Je suis content de l'avoir gagné. Je vous remercie. Par contre, je vous dis simplement, n'ayant encore pas reçu le compte-rendu écrit du tribunal de la Cour d'appel, je suis très prudent et je veux rien dire avant d'avoir le papier dans mes mains.
Jean-François Dagnaud et son acquittement, donc, qui est une bonne chose pour, je dirais, qui montre qu'on peut quand même continuer à lutter pour le peuple palestinien en France, et qui témoigne aussi de cette répression des militants. Je voudrais aussi dire, moi je m'exprime en tant que juriste, que j'approuve tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est-à-dire que le génocide n'est pas terminé, notamment parce que le siège n'est pas terminé, et le siège participe du génocide, le siège de Gaza, de même que ça a été évoqué, pas seulement les mauvais traitements, mais la torture des détenus palestiniens, des personnes enlevées à Gaza notamment, qui a atteint un niveau absolument catastrophique, avec des viols systématiques dénoncés dans plusieurs rapports, notamment celui de l'ONU. Pourquoi personne ne s'alarme de cette torture systématique? On doit s'alarmer du génocide aussi, mais la question de la torture est aussi majeure. Alors il y a deux choses, moi, que je voulais dire en réalité principalement. C'est que là, nous sommes en présence de projets de validation du plan criminel de Donald Trump, puisque le cessez-le-feu est basé sur le plan criminel de Donald Trump, validation par le Conseil de sécurité. Donald Trump cherche à faire valider son plan par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est en débat en ce moment, et je vous invite à suivre ce qui se passe, parce qu'il est possible que le Conseil de sécurité valide ce plan, si la Russie et la Chine ne s'y opposent pas. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce qu'on aura moins d'éléments juridiques. Il faudra contester la résolution du Conseil de sécurité, ça sera extrêmement complexe. Autre élément que j'ai remarqué ces derniers jours, vous avez vu que le président de l'autorité palestinienne est venu à Paris. Il y a eu un article dans Le Monde dans lequel il est dit que la France propose à Mahmoud Abbas de rédiger la constitution de Palestine. Donc voilà, voilà la position française. Nous allons parce que nous sommes très bons en constitution, n'est-ce pas? Nous sommes de grands spécialistes. Donc nous allons élaborer la constitution de Palestine. Alors vraiment, c'est totalement contraire à ce qu'a dit la Cour internationale de justice en 2024, qui affirme le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et cette autodétermination est une autodétermination politique qui ne doit pas passer par l'élaboration du texte fondamental d'un éventuel État à venir qu'est sa constitution. Donc voilà, il faut continuer à se battre, car le génocide et l'occupation sont loin d'être terminés. Après une mise en demeure lancée le 5 novembre par un collectif d'associations et révélée par l'Humanité, 8 firmes israéliennes avaient été d'abord interdites de participation au Salon de la Sécurité. Ce jeudi 13 novembre, l'Élysée a fait volte-face, invoquant l'amélioration de la situation sur le terrain suite au cessez-le-feu. Les firmes qui participent au génocide en cours à Gaza pourront donc faire tranquillement leur marché au Salon de la Sûreté et de la Sécurité dite intérieure, Milipol, qui doit se tenir du 18 au 21 novembre à Villepinte en Seine-Saint-Denis. Ainsi en a décidé M. Macron jeudi 13 novembre. Dans une communication alambiquée, l'Élysée a indiqué que dans le contexte de la guerre à Gaza, la doctrine relative à la participation des entreprises israéliennes aux salons spécialisés dans les domaines de la défense et de la sécurité reste valable. Sous-entendu, des interdictions d'accès sont possibles, comme cela avait été décidé au salon Eurosatory consacré à la défense terrestre au printemps 2024. Pourtant, l'argument du cessez-le-feu brandi par l'Élysée ne tient pas. Ce prétendu cessez-le-feu a déjà fait 260 morts côté palestinien depuis le 10 octobre. Et par ailleurs, juridiquement, le génocide ne s'arrête pas à la fin théorique des bombardements. Il se poursuit à Gaza, comme d'ailleurs la colonisation en Cisjordanie. En moins de 72 heures, on a donc vu un ministre de l'Enseignement supérieur obtenir l'annulation d'un colloque sur la Palestine au Collège de France et un chef de l'État rétablir l'accueil en France d'entreprises complices du génocide en cours à Gaza. Cela fait quand même beaucoup. Cette décision d'annulation est une humiliation pour l'historien Henri Laurence, organisateur de ce colloque, chercheur respecté dans le monde entier et titulaire depuis 22 ans de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe. Mais c'est aussi une défaite pour l'intelligence,
un danger pour notre liberté démocratique, où certains, singeant l'exemple états-unien, assument d'étouffer le débat, de soumettre le savoir à l'impératif politique et rêvent de chasse aux sorcières en maniant l'amalgame et la désinformation. D'ailleurs, après l'annulation du colloque La Palestine et l'Europe, 1500 chercheurs et intellectuels affirment « Monsieur le ministre, vous devez démissionner ». Ces dérives n'ont rien d'anodin. Elles doivent alerter tout le camp progressiste sur la porosité grandissante des idées et procédés d'extrême droite et sur l'urgence de ne pas y céder un pouce de terrain. En étant ici ce matin, c'est toujours de la résistance. Je rappelle simplement qu'en Cisjordanie, actuellement, c'est la période de la cueillette des olives et que les colons s'amusent, entre guillemets bien sûr, à systématiquement empêcher la cueillette des olives, déterrer, abattre les oliviers, de telle façon que les Palestiniens de Cisjordanie ne puissent plus vivre de ce moment important de leur culture. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, mais au sud Liban, les bombardements sont intenses et les victimes sont nombreuses, car la guerre ne se limite pas à Gaza, c'est la Cisjordanie et c'est aussi le Liban, avec parfois quelques bombardements en Syrie, parce que bien sûr Netanyahou a besoin d'un grand espace. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le gouvernement français, la copine qui m'a précédé en a parlé, mais le gouvernement français entend faire la leçon aux Palestiniens. En effet, on leur propose un certain nombre de conseils dans la suite de ce que, bien sûr, Trump veut faire au niveau de Gaza. Je rappellerai simplement que la position du BRAP, elle est claire. Ce n'est pas à la France de décider ce que veulent les Palestiniens, ce n'est pas Trump, ce n'est pas non plus l'ONU, mais ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui décideront de leur avenir. C'est ce que je voulais ajouter. C'est une chanson qui a été écrite en 2016 pour le peuple en Syrie qui était massacré par Bachar el-Assad et donc qui a été transformée, c'est la rue des Lilas. C'est une chanson qui a été, dont on change les paroles pour les rues de Gaza. Alors oui, on a un cessez-le-feu, mais c'est en soutien à toutes les personnes qui sont décédées dans toutes les guerres et là pour Gaza. Si vous voulez faire avec moi, vous pouvez chercher sur votre téléphone les paroles de la rue des Lilas. On la trouve assez facilement. Et elle est assez facile à suivre. Je vais commencer. Et je pense que le refrain, vous arriverez à le faire avec moi. Ce soir, je meurs à la guerre. Aujourd'hui, pour moi, sonne le glas. Mon visage est blanc et mon front coule sur le trottoir des rues de Gaza. Ce soir je m'en sous bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple fan dans la ville et sur le trottoir des rues des Gaza. Je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans les rues de Gaza. Plus jamais revoir la dune, au matin quand s'effacent mes pas. Jamais plus la SI, mais la neige éternelle. Et l'oiseau bleu brillant de mille éclats. Plus jamais revoir la lune dans la nuit qui éclaire mes pas. Jamais plus la mer, les étoiles, les forêts, et le lac bleu perdu au fond des bois. Je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans les rues de Gaza. J'aimerais tant revoir mes frères, mes enfants, mes parents, mes amis, danser le naquet pour repousser
et la mort, c'est la grève jusqu'au bout de la vie. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour bercer mon départ jusqu'à l'autre bord des eaux faiseurs de mort que l'on survit. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudits les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue de Gaza, car la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Oui, la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudits les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans les rues de Gaza, je m'éteins dans les rues de Gaza. Je suis soudanais, je suis là pour être avec solidarité avec les Gaza. Merci aussi pour vous, pour showing solidarité avec Gaza. Mais Soudan aussi, maintenant, il a passé un moment difficile à cause de la génocide au Soudan. Même maintenant, je suis soudanais. Ça fait 2 mois que je ne sais pas c'est où ma famille. Je ne sais pas est-ce qu'ils sont morts ou ils sont où à cause de la guerre là-bas. Merci beaucoup. Solidarité avec les Gaza. À tous, on dit solidarité avec les Gaza. Solidarité avec Gaza. Solidarité avec les Gaza. Solidarité avec Gaza. Aussi, solidarité avec les Soudanais. Merci, merci.